La force opérationnelle 373 est apparue lors de l'une des transitions les plus importantes de la guerre en Afghanistan. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont lancé des opérations militaires afin de démanteler Al-Qaïda et de renverser le régime taliban qui lui avait offert un sanctuaire. En décembre 2001, le gouvernement taliban s'était effondré et un nouveau cadre politique afghan commençait à se mettre en place. Pourtant, ce qui semblait au départ être un succès militaire rapide s'est vite transformé en une insurrection complexe. Entre 2002 et 2004, des éléments talibans se sont regroupés dans les zones rurales de l'Afghanistan et de l'autre côté de la frontière. Dans les régions tribales du Pakistan, les chefs insurgés ont tiré parti des réseaux tribaux de longue date, de la mobilité transfrontalière et des griefs locaux. Les attaques contre les responsables afghans, les forces internationales et les infrastructures ont augmenté régulièrement et les engins explosifs improvisés sont devenus plus sophistiqués et meurtriers. Les attentats suicides, autrefois rares en Afghanistan, sont rapidement devenus une tactique récurrente. Et au milieu des années 2000, la violence s'était intensifiée de manière significative dans les provinces du Sud et de l'Est. Les unités militaires conventionnelles pouvaient patrouiller, nettoyer les villages et défendre les routes principales. Mais les réseaux de commandement des insurgés restaient souvent intacts. La structure de commandement des talibans fonctionnait à travers des gouverneurs de l'ombre, des administrateurs de districts, des fabricants de bombes et des facilitateurs logistiques. Éliminer les simples soldats n'avait que peu d'effet sur la perturbation des cycles de planification, et les planificateurs américains en sont venus à la conclusion que l'affaiblissement des centres de commandement pouvait avoir des effets opérationnels disproportionnés. Cette logique stratégique s'est concentrée sur la neutralisation des individus jugés essentiels à la capacité des insurgés, et elle a contribué à façonner la création et le déploiement de la Task Force 373. Bienvenue à Guerre du Monde. En 2005 et 2006, les débats au sein de l'armée américaine et de la communauté du renseignement se sont intensifiés concernant la meilleure façon de gérer une insurrection croissante. La doctrine de contre-insurrection s'est concentrée sur la garantie de la sécurité de la population, la mise en œuvre de réformes de gouvernance et la construction de la légitimité. En revanche, la doctrine de lutte contre le terrorisme mettait l'accent sur des frappes de précision contre des cibles de grande valeur. La force opérationnelle 373 représentait un mélange de ces deux approches, privilégiant fortement le modèle de lutte contre le terrorisme basé sur le renseignement qui avait été perfectionné en Irak. En Irak, les forces spéciales américaines ont développé des cycles de ciblage rapides qui intégraient en temps réel les signaux, le renseignement, les sources humaines et les drones de surveillance avec des assauts côte terrestres rapides. Le principe sous-jacent était simple. Les réseaux insurgés fonctionnent comme des systèmes interconnectés. En éliminant rapidement et à plusieurs reprises les nœuds clés, la capacité du réseau à coordonner des opérations à grande échelle serait diminuée. L'Afghanistan présentait lui-même des défis particuliers. Son terrain accidenté, sa population dispersée et une insurrection profondément enracinée dans les structures sociales locales rendaient les opérations plus complexes. Mais néanmoins, les planificateurs pensaient qu'une pression ciblée pouvait réduire la fréquence des attaques et créer un espace pour des efforts plus larges de stabilisation. La Task Force 373 opérait sous l'autorité du commandement des opérations spéciales conjointes, ou JSOC, qui servait de centre névralgique pour coordonner les missions spéciales les plus sensibles des États-Unis. Le JSOC était connu pour rassembler des unités d'élite dotées de capacités de renseignement avancées, fournissant le cadre de commandement au sein duquel la TF 373 opérait.
Cette task force n'était pas une unité fixe, mais plutôt une formation composite qui rassemblait du personnel provenant de différentes unités de missions spéciales, de détachements d'aviation, de cellules de renseignement et d'équipes de soutien. Des analystes étaient intégrés aux côtés des opérateurs, facilitant ainsi une transition rapide entre la collecte de renseignements et l'exécution des opérations. Cette intégration permettait une analyse rapide des données nouvellement capturées, telles que les téléphones portables, les documents et les dossiers biométriques. Et elle permettait un retour d'informations immédiat pouvant être utilisé lors des ciblages suivants. Le modèle opérationnel était axé sur la discrétion et la rapidité. Les cibles étaient identifiées grâce à une convergence de sources de renseignements. Une fois les seuils de confiance atteints, les planificateurs préparaient les plans d'assaut, coordonnaient les moyens aériens et informaient les équipes au sol. Les missions pouvaient alors être lancées dans les heures suivant l'approbation finale, reflétant un effort concerté pour garder une longueur d'avance sur les mouvements et adaptations des insurgés. Au cœur des opérations de la Force opérationnelle 373 se trouvait un document de ciblage classifié connu sous le nom de liste conjointe des effets prioritaires ou JPL. Cette liste identifiait des individus considérés comme des acteurs clés des activités des talibans ou d'Al-Qaïda, englobant un éventail de personnes allant des commandants supérieurs et gouverneurs de l'ombre aux fabricants de bombes, financiers et facilitateurs qui jouaient un rôle essentiel dans le déplacement de personnel ou d'armes. Être inscrit sur la JPL impliquait un processus rigoureux de vérification du renseignement. Les analystes recueillaient des informations grâce à des communications interceptées, des rapports d'informateurs, de la reconnaissance aérienne, des documents saisis et des bases de données biométriques. Les cibles proposées passaient par un processus de révision au sein de la chaîne de commandement militaire afin de garantir le respect des règles d'engagement établies et des normes juridiques liées aux conflits armés. Les cibles étaient généralement classées selon leur niveau de priorité. Les individus à haute priorité étaient souvent directement impliqués dans la planification d'attaques à grande échelle ou dans la gestion de la logistique transfrontalière. Ceux classés comme individus de niveau inférieur pouvaient néanmoins avoir une importance opérationnelle au sein de certains districts. Il est important de noter que la liste n'était pas statique. Des noms pouvaient être ajoutés ou retirés. À mesure que les évaluations du renseignement évoluaient, le choix entre capturer ou éliminer dépendait du contexte. Dans la mesure du possible, les missions visaient à détenir les suspects pour les interroger, car les détenus pouvaient éclairer la structure des réseaux, les sources de financement et les opérations à venir. Cependant, si une cible représentait une menace immédiate ou choisissait de résister, l'usage de la force létale pouvait être jugé nécessaire. L'efficacité de la force opérationnelle 373 reposait fortement sur l'intégration fluide du renseignement et des signaux. Le renseignement jouait un rôle crucial, interceptant les communications entre les chefs insurgés, tandis que les sources humaines fournissaient des informations essentielles sur les lieux de réunion et les planques. Les systèmes aériens sans pilote surveillaient les schémas de déplacement et des bases de données biométriques étaient utilisées pour vérifier les identités. Ce processus de collecte de renseignements suivait un cycle constant, souvent appelé « trouver »,« fixer »,« finir »,« exploiter »,« analyser ». Au départ, les analystes identifiaient une cible potentielle, puis ils vérifiaient l'emplacement et les activités de l'individu. Ensuite, les opérateurs menèrent la mission. Les documents recueillis lors de l'opération étaient ensuite exploités pour obtenir d'autres renseignements. Et enfin, les analystes examinaient les informations pour soutenir les efforts de ciblage en cours. La rapidité de ce cycle était essentielle pour la stratégie globale. Les chefs insurgés se déplaçaient souvent entre différents complexes et villages, donc tout retard, même dans une période de 24 heures, pouvait rendre les renseignements obsolètes. En combinant la surveillance, l'analyse et l'action directe, la force opérationnelle 373 a pu maintenir une pression constante sur la direction des réseaux insurgés. La plupart des opérations menées par la force opérationnelle 373 avaient lieu sous le couvert de l'obscurité, utilisant la nuit comme avantage tactique pour renforcer la dissimulation et surprendre les cibles hostiles.
Des hélicoptères déposèrent des équipes d'assaut spécialisées dans des vallées reculées et souvent inaccessibles, des complexes agricoles ou des terrains montagneux accidentés afin de minimiser leur empreinte visuelle et sonore. Dans certains cas, des convois terrestres pouvaient s'approcher furtivement des lieux ciblés en utilisant des manœuvres d'évitement pour éviter d'être détectés par des observateurs ennemis ou des dispositifs de signalisation. À leur arrivée, les équipes d'assaut établissaient rapidement un périmètre solide afin d'empêcher toute possibilité de fuite pour la cible ou ses associés. Les équipes d'entrée forçaient les portes ou les murs fortifiés à l'aide d'outils mécaniques ou de charges explosives, garantissant ainsi un accès rapide. Une fois à l'intérieur, les opérateurs fouillaient systématiquement chaque pièce avec une approche méthodique, en donnant la priorité à la sécurité des civils tout en confirmant la présence de la cible. Les occupants étaient soigneusement séparés et sécurisés pour réduire les risques et des dispositifs biométriques étaient utilisés pour vérifier rapidement leur identité afin de s'assurer qu'aucune personne innocente ne soit détenue inutilement. Pendant ce temps, des équipes spécialisées dans l'exploitation de sites sensibles ont commencé à collecter des informations cruciales, notamment des documents, des appareils électroniques et d'autres objets pertinents pouvant aider lors de futures opérations. Ces missions, bien qu'intriquées et précises, étaient conçues pour être menées à bien rapidement. Des échanges de tirs prolongés augmentaient non seulement les dangers pour les civils à proximité, mais représentaient également des risques importants pour les forces d'assaut elles-mêmes. Malgré une planification minutieuse, toutes les opérations ne se déroulaient pas sans accroc. Les rapports de renseignement étaient parfois incomplets ou inexacts et il arrivait que des cibles parviennent à échapper à la capture en partant quelques instants avant l'arrivée de l'équipe. De plus, toute résistance armée pouvait rapidement s'intensifier, compliquant davantage l'opération. Les habitations afghanes abritaient souvent des familles élargies, ce qui signifiait que les incursions nocturnes impliquaient fréquemment plusieurs civils. Les barrières linguistiques ajoutaient une couche supplémentaire de complexité aux efforts de communication, compliquant à la fois le tri des individus et la transmission des ordres. Même en respectant strictement la discipline opérationnelle, la nature soudaine et alarmante d'une entrée forcée de nuit pouvait susciter une profonde peur et du ressentiment parmi les habitants, créant un héritage de méfiance qui influencerait les interactions futures. La géographie de l'Afghanistan a eu une influence significative sur les opérations de la force opérationnelle 373. Le terrain accidenté et montagneux limitait la mobilité, nécessitant une planification aérienne précise pour naviguer efficacement. Les vallées étroites et les villages dispersés offraient de nombreuses cachettes aux insurgés, tandis que les systèmes d'irrigation et les exploitations agricoles offraient encore plus d'opportunités pour se dissimuler. Les insurgés utilisèrent leurs connaissances locales pour échapper à la détection, installant souvent des refuges dans des communautés sympathisantes ou dans des zones avec un contrôle gouvernemental minimal. Les routes transfrontalières facilitaient également le déplacement des chefs entre l'Afghanistan et le Pakistan. Pour identifier avec précision des individus spécifiques dans des environnements aussi complexes, des renseignements détaillés étaient essentiels. Bien que l'imagerie aérienne puisse vérifier la disposition d'un complexe, confirmer la présence d'une cible spécifique restait un défi. Même les missions considérées comme très fiables étaient empreintes d'incertitudes, ce qui mettait en évidence les difficultés rencontrées sur le terrain. La force opérationnelle 373 fonctionnait différemment des unités conventionnelles au sein de la Force internationale d'assistance à la sécurité, ou FIAS. Alors que la FIAS se concentrait sur la sécurité de la population, la promotion d'initiatives de développement et la formation des forces afghanes, la FO 373 opérait sous une structure de commandement plus restreinte. Cela signifiait souvent que les détails des missions n'étaient pas entièrement partagés avec les partenaires de la coalition, ce qui aidait à protéger les sources de renseignements, mais entraînait parfois des frictions. Les commandants locaux, chargés d'interagir avec les communautés, ne recevaient souvent des mises à jour qu'après que les raids aient eu lieu. De plus, les dirigeants politiques afghans ont exprimé des inquiétudes concernant la souveraineté et les répercussions sociales des opérations nocturnes. Avec le temps, les forces spéciales afghanes ont de plus en plus commencé à participer à ces raids en partenariat.
Les commandos afghans ont participé à la fois à la planification et à l'exécution, tandis que les forces américaines fournissaient des renseignements essentiels et un soutien aérien. Ce changement visait à renforcer les capacités afghanes et à répondre aux sensibilités politiques, bien que certaines régions aient encore perçu une domination étrangère. Malgré les efforts pour minimiser les dommages, certaines missions menées par la force opérationnelle 373 ont malheureusement entraîné des pertes civiles. Au cours de certains affrontements, des tirs de soutien comme des roquettes ont été utilisés en réponse à la résistance. Parfois, des issues tragiques découlèrent d'une mauvaise identification ou de renseignements erronés. Ces incidents ont suscité un examen accru des politiques d'élimination ciblée. Les critiques ont soutenu que les pertes civiles compromettaient les objectifs de la contre-insurrection qui consistent à protéger les populations locales et à renforcer la légitimité. Même les pertes involontaires peuvent alimenter la propagande des insurgés et affaiblir la confiance envers les autorités afghanes ainsi que les forces internationales. Ceux qui soutiennent ces actions affirment cependant que les raids de précision sont plus ciblés et discriminants que les bombardements à grande échelle ou les détentions massives. Ils soulignent que les opérations sont menées dans des cadres juridiques établis et qu'elles respectent les règles d'engagement. En 2010, les activités secrètes de la Task Force 373 ont été mises en lumière lorsque des rapports de combat classifiés ont été divulgués par Chelsea Manning et publiés par Wikileaks dans le cadre du journal de guerre afghan complet. Ces documents comprenaient des milliers de rapports de terrain dont certains détaillaient des missions spécifiques menées par la TF3 173, une unité reconnue pour ses opérations ciblées contre des insurgés de grande valeur en Afghanistan. Ces révélations ont offert un aperçu sans précédent des détails opérationnels complexes des engagements militaires modernes, révélant non seulement les tactiques utilisées par les forces d'opération spéciales, mais aussi l'ampleur et la fréquence de ces actions ciblées. Cette vague d'informations a suscité d'importantes discussions internationales sur la recherche du juste équilibre entre la sécurité nationale et les principes essentiels de transparence et de responsabilité dans la guerre contemporaine. Cela a soulevé des questions urgentes sur les implications éthiques des frappes de drones et d'autres formes d'élimination ciblée, poussant les décideurs à prendre en compte les impacts plus larges de telles stratégies tant sur le plan national qu'international. Pour les historiens, les documents divulgués sont devenus une source primaire essentielle, documentant les réalités tactiques auxquelles le personnel militaire était confronté sur le terrain et enrichissant notre compréhension de la nature complexe du conflit afghan. Dans le même temps, ceux qui occupèrent des postes d'autorité ont reconnu les vulnérabilités alarmantes des systèmes d'information numérique, soulignant la nécessité d'améliorer les mesures de cybersécurité afin de protéger les données militaires sensibles contre de futures fuites. En fin de compte, l'impact de ces fuites continue de se faire sentir aujourd'hui, influençant les débats en cours sur la conduite de la guerre à l'ère numérique. La Task Force 373 demeure un exemple notable de guerre de précision dans l'ère post-11 septembre. Cela démontre comment les armées contemporaines combinent la technologie de surveillance, les bases de données de renseignement, l'identification biométrique et les unités d'intervention rapide afin de lutter contre des adversaires en réseau. Le retrait des forces américaines et la chute subséquente du gouvernement afghan en 2021 ont suscité un nouvel examen de 2 décennies de stratégie militaire. Certains analystes soutiennent que les efforts continus de lutte contre le terrorisme ont empêché l'Afghanistan de devenir un centre sécurisé pour les opérations terroristes transnationales pendant cette période. En revanche, d'autres affirment que, malgré des victoires tactiques, celles-ci ne pouvaient compenser les défaillances politiques et institutionnelles sous-jacentes. D'un point de vue historique, la force opérationnelle 373 symbolise à la fois les forces et les faiblesses de la guerre guidée par le renseignement. Cela démontre une confiance dans l'intégration des données et les opérations ciblées. Pourtant, cela met également en lumière les complexités éthiques de l'exécution de missions secrètes en milieu civil.
Son récit s'inscrit dans la trame plus large du conflit en Afghanistan, une guerre influencée non seulement par des bataillons tactiques, mais aussi par des défis de gouvernance, des dynamiques régionales et la lutte constante pour transformer la précision militaire en une stabilité politique durable. La force opérationnelle 373 demeure un chapitre clé dans l'histoire de la lutte antiterroriste du XXIe siècle. Incarnant la tension entre le secret et la responsabilité, les besoins immédiats de sécurité et la légitimité à long terme, ainsi que les promesses et les incertitudes de la guerre de précision. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée informative, merci de laisser un j'aime ou un commentaire ci-dessous. Tout notre contenu, de la recherche et l'écriture du script jusqu'au montage et à la narration, est entièrement réalisé par des humains sans utilisation d'IA. Alors, si vous souhaitez soutenir notre chaîne, pensez à vous abonner et à utiliser l'icône de cloche pour recevoir des notifications lorsque la prochaine vidéo de Guerre du Monde sera publiée. Merci d'avoir regardé.